Les eaux troubles du Rio Grande sont le tombeau de milliers d'âmes. Celles des migrants de toute nationalité morts, noyés, en tentant de traverser le fleuve frontière pour rejoindre les États-Unis. Nombre d'entre eux finissent enterrés à la va-vite dans des fosses communes ou dans le carré des indigents des cimetières du Texas et d'ailleurs. Ces morts anonymes sont appelés les John Doe par l'administration américaine. Autant d'itinéraires de vie, de destins tragiques que l'on ne raconte jamais. Nous avons voulu remonter le parcours de l'une de ces âmes perdues, disparues le long de cette frontière, la plus dangereuse du monde. Mohamed Dahan. Après avoir traversé la moitié de la planète, ce Syrien qui avait reconstruit sa vie au Brésil avec sa famille, a voulu tenter sa chance en Amérique. Disparu en route du jour au lendemain, il a laissé derrière lui Razan, sa femme, en pleine détresse. Seule avec ses enfants, elle est restée sans aucune nouvelle de lui pendant des mois. Il me manque dans tous les détails de la vie. C'était un homme bon. Il m'aidait beaucoup. Il donnait les bains, il changeait les couches, il faisait à manger. Il était là à la sortie de l'école. On partageait tout. Il manque beaucoup aux enfants. Je ne peux pas regarder ces photos. J'arrive pas à croire qu'il est mort. Il m'a montré l'autre côté du fleuve, côté Texas. Il m'a dit qu'il mettrait 10 minutes à traverser et qu'il me rappellerait juste après. C'était là. Il ne m'a plus jamais rappelé. L'histoire de Mohamed Dahan et Razan Suleiman commence dans le chaos. Leur rencontre a lieu dans les rues d'Alep, en Syrie, au début de la guerre. Ni eux, ni leur famille n'ont jamais pris les armes. Ils sont restés de simples civils victimes du conflit. On dormait avec nos vêtements. On avait peur que quelqu'un entre dans la maison ou que le bâtiment s'écroule sur nous et qu'on meure tous. Que ce soit le gouvernement ou l'État islamique, c'est du pareil au même. Ils tuaient le peuple, ils prenaient les femmes, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec elles devant leur famille. Et puis le gouvernement ou les islamistes, tout allait bien pour eux. Ils protégeaient les leurs. Mais nous, on se retrouve au milieu de tout ça. Alors un jour, Mohamed a dit « On quitte la Syrie, je ne veux pas y laisser ma peau ». Le centre-ville d'Alep, où vivait le couple, n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Encore aujourd'hui, rien n'a été reconstruit. Ahmed habitait le quartier lui aussi. Il n'a jamais quitté la région, mais il a vu ses voisins, comme Mohamed et Razan, partir les uns après les autres. « 2014. Tout ce dont les gens se souviennent de 2014, c'est qu'ils étaient bombardés. Ils étaient tués. Ils étaient déplacés. Ils fuyaient. Mais pour aller où, personne ne savait. La seule chose qui comptait pour eux, c'était de survivre. Parfois, moi, je leur demandais où ils allaient. Ils me répondaient « On n'en a pas la moindre idée. Mais on ne peut plus continuer à vivre ici. » Les bombardements ciblaient spécifiquement les zones résidentielles.
L'objectif, c'était qu'il n'y ait aucun survivant. Avant la guerre, il y avait plus de 5 millions d'habitants à Alep. Aujourd'hui, en ville, il reste 500 000 personnes. En 2014, le couple prend la route du Liban. Ils deviennent des réfugiés. Tous les membres de leur famille se retrouvent eux aussi éparpillés un peu partout sur la planète. Les parents de Mohamed obtiennent l'asile politique aux États-Unis. Razan et Mohamed se le voient refuser. L'Europe non plus n'accepte pas de les accueillir. Après des mois d'errance et d'angoisse, c'est un pays de l'hémisphère sud qui leur accorde l'asile politique, le Brésil. La ville de Sao Paulo leur ouvre grand les bras. Le couple s'adapte rapidement, maniant la langue et les réseaux sociaux. Olá amigos, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Olá amigos, tudo bem? Como você está? Aidé de Mohamed, Razan décide d'ouvrir un restaurant syrien. Le succès est au rendez-vous. L'intégration réussit. La famille s'agrandit. En 2018, ils obtiennent la nationalité brésilienne et des passeports. Cette success story d'une famille de Syriens réfugiés qui s'en sort leur vaut même de devenir les chouchous des médias locaux. Quand tu arrives au Brésil à l'aéroport, ah mon ami, quand tu vois ce peuple-là pour de vrai... Vous voulez dire nous? Mais oui! J'adore! Il n'y a personne comme moi ici. Personne n'est habillé comme moi, personne ne porte de voile ni de vêtements longs. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et j'ai enguirlandé mon mari. Le restaurant, quelques tables installées dans le garage à voitures, est encore ouvert aujourd'hui. Vous prendrez autre chose? Les boissons, vous les prenez là. Et plus loin, vous avez aussi les assiettes et les verres. Et pour les gâteaux, vous venez me voir. Même en 2019, lorsque le pays élit Jair Bolsonaro, un président d'extrême droite, la solidarité du peuple brésilien ne s'est jamais démentie envers Razan et son mari. Ils sont comme ça, les gens ici. J'aime vraiment le Brésil. Ils sont tellement accueillants. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup donné de force pour me relever dans les moments difficiles. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner et rentrer. Mais les Brésiliens, ils me disaient « Non, reste, on est de ton côté. On est avec toi, non. » Merci à vous. Alors ici, vous avez les serviettes, les assiettes et les verres. Pour les boissons, vous les avez dans le frigo là-bas. Moi, je suis fille d'un couple portugais et allemand. Vous savez, le Brésil n'a pas oublié qu'il est à l'origine un pays d'immigrants. Pour nous, ce qui est différent est intéressant. Elle vient avec sa culture, avec sa cuisine, et nous apprenons beaucoup avec elle. C'est le genre de choses qui plaît aux Brésiliens. Ça ne fait aucun doute. C'est une source d'inspiration, cette femme. Son histoire, ce qu'elle a traversé, comment elle s'est relevée, comment elle a continué. Oui, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de gens, vous savez. Elle vient d'un pays en guerre, elle avait une autre culture, d'autres habitudes, et elle surmonte tous les obstacles. Et oui, moi je trouve ça incroyable. C'est vraiment très inspirant. Avant, je n'avais pas l'habitude de parler avec des hommes. Dans la maison de ma famille, on restait à l'écart quand il y avait des visiteurs. Maintenant, je parle aux hommes, mais uniquement dans le cadre de mon travail. Je dois répondre, ouvrir la porte, parler aux clients, servir les clients dans le garage, servir les hommes à la maison. Je n'ai pas le choix parce que je dois travailler. Razan est remariée aujourd'hui, mais son nouveau mari est souvent absent. Ils ont ensemble une petite fille et la plupart du temps, elle doit tout gérer seule. Le restaurant,
les courses, l'éducation des 4 enfants, les relances d'impayés. Même si elle donne l'impression de tout maîtriser, Razan est bel et bien une femme débordée. D'accord, je vous fais confiance pour le paiement. Avant 16 heures, hein? Je dois aussi emmener les enfants à l'école et les récupérer. Aller au marché pour acheter les produits, préparer les kebabs, congeler les shefas et d'autres choses encore. Mais je prépare à l'avance une partie de certains plats et je laisse tout ça au congélateur. Sinon, je n'arriverai pas à servir les clients rapidement. En tout cas, avant, c'était Mohamed qui s'occupait de tout ça. Si Mohamed a quitté le Brésil, c'est en partie à cause de la Covid-19. Sao Paulo a été l'une des villes les plus durement touchées par la pandémie. Malgré tous les efforts du couple en 2022, le restaurant est mal en point. La même année, la mère de Mohamed, réfugiée aux États-Unis, tombe gravement malade. Il veut la revoir à tout prix. Il espère aussi trouver du travail en Amérique. Il fait une demande de visa officielle qui lui est refusée. Alors il prend la route des migrants clandestins via le Guatemala jusqu'au Mexique. Razan suit son voyage au téléphone jour après jour. Cette photo, il me l'a envoyée du Mexique. Il me disait c'est un pays tellement beau, tellement bon. Il ne voulait pas que je m'inquiète, je crois. Il m'envoyait des photos pour me calmer. C'était un vendredi à 12h04 précisément quand il m'a parlé pour la dernière fois. Le 4 août. Il m'a dit que tout allait bien, que l'endroit était merveilleux, très calme. Il m'a dit qu'une nouvelle vie allait commencer pour nous. Mohamed ne rappellera jamais. Pendant plus de 6 mois, la famille reste seule, sans aucune nouvelle. Razan pense que son mari a été arrêté, qu'il est en prison quelque part. Elle remuera ciel et terre pour le retrouver, en vain. Mohamed Dahan a disparu ici, près de ce pont qui relie le Mexique aux États-Unis. Efraim González connaît bien la zone. Ce journaliste mexicain a très souvent suivi et filmé des groupes de migrants lorsqu'ils tentaient de franchir le fleuve. C'est un point de passage très fréquenté par les migrants. Dans cette zone, juste là, par exemple, l'eau est basse, on a pied. Mais de l'autre côté, le courant est très fort et il y a des trous et des creux sous la surface. C'est très fréquent de voir des migrants tomber. Il arrive parfois qu'ils soient emportés par le courant, surtout s'ils portent des enfants. Il me semble qu'il s'est noyé au mois d'août. Ça fait partie des mois où le fleuve est au plus haut. Il y a des lâchers d'eau pour irriguer les zones les plus basses du fleuve. Le débit devient alors très puissant. Dans ces moments-là, toute personne qui ne connaît pas le fleuve court un grand risque. Elle peut être emportée à tout moment par le courant. Le Rio Grande continue de faire plusieurs dizaines de victimes chaque année. À certaines périodes, elle se compte même par centaines. En 2022, au pic de la crise migratoire, lorsque les autorités américaines dénombrent jusqu'à 10 000 passages quotidiens, on compte en moyenne 1 mort par jour. Les corps sont généralement enterrés dans l'anonymat le plus total. Pour redonner une identité à ces disparus de la frontière, des citoyens américains se mobilisent. Ce sont surtout des bénévoles et des associations qui sont à l'œuvre.
Il y a aussi quelques membres du bureau du shérif et de la médecine légale. En utilisant des morgues mobiles, ils récupèrent les corps avant qu'ils ne soient enterrés pour prélever des indices qui permettront peut-être de les identifier. Ok, voilà à quoi ressemble la fiche de renseignement après l'avoir remplie. Toutes les informations relevées sur le corps sont notées. Il va nous falloir la taille parce qu'on va devoir envoyer des échantillons d'ADN. Si on trouve des tatouages, on les note sur le schéma du corps. Mais pour l'instant, on n'en a pas vu. Des questions peut-être ? On fait l'inventaire de ce qu'ils portent. Ce sont des signes très reconnaissables pour les familles. Pour les identifier, on les rentre dans notre base de données. On prend des photos des individus, on relève les empreintes digitales, on note les tatouages. Les empreintes digitales sont très importantes parce que c'est extrêmement rapide et pas cher. Les analyses ADN sont très coûteuses et prennent beaucoup de temps et d'efforts. Il faut d'abord trouver la famille, ensuite comparer les références ADN. C'est ce type d'opération qui a permis de retrouver la trace de Mohamed Dahan. La clé de l'énigme de sa disparition se trouve ici, dans les laboratoires de l'Université d'anthropologie de San Antonio, au Texas. Docteur Catherine Spradley est en charge du projet Opération Identification au sein de l'université. Elle travaille toute l'année avec ses élèves pour faire parler les restes des corps des migrants retrouvés dans la zone. Dans ces fichiers, des centaines de noms, dont Mohamed Dahan. Selon le rapport des gardes-frontières, il a traversé le fleuve et il s'est noyé. Il a été emporté par les eaux et ce seraient les pompiers qui l'auraient sorti de l'eau et conduit à l'hôpital. Une fois sur place, ils ont tenté de le réanimer. Il a été intubé, mais il est mort très peu de temps après. Par la suite, il a été transporté au cimetière du comté de Maverick, où ils l'ont enterré. Nous avons découvert qu'ils n'ont fait aucun relevé ADN, aucune prise d'empreinte. Les services funéraires ont juste balancé les corps dans les tombes du cimetière. Certains se retrouvaient tournés vers le sol, d'autres ont été enterrés la tête en bas, et il n'y avait aucune traçabilité. Là, c'est la tombe où il a été enterré. Et là, c'est le tout début de l'exhumation. En novembre 2022, soit 6 mois après les faits, la professeure et son équipe de bénévoles ont exhumé un groupe de 26 cadavres, parmi lesquels se trouvait le corps de Mohamed Dahan. Ils ont alors découvert qu'il avait sur lui 7 documents officiels qui auraient dû permettre de l'identifier immédiatement. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de papiers d'identité sur lui. Ça vous fait vous demander pourquoi cette personne a été enterrée avec tous ces documents. On a sorti en tout 26 personnes et 13 d'entre elles avaient des documents. Une carte d'identité ou quelque chose qui aurait pu permettre de conclure, là, ça doit être un tel ou un tel. Comment on en est arrivé là? Je ne sais vraiment pas. Je me demande sans arrêt, pourquoi se retrouve-t-on ici, à exhumer tous ces corps, alors qu'ils avaient des papiers sur eux? On aurait pu tout simplement les identifier avant qu'ils soient enterrés.
On nous a dit que les services mortuaires du comté n'avaient que 8 places disponibles dans la chambre froide, pas une de plus. Alors, ils ont dû les enterrer. C'est un problème systémique de l'État du Texas. Je pense qu'au plus haut niveau de notre État, il y a un profond mépris et une réelle indifférence pour ces gens. Et c'est une des raisons qui me pousse à faire ce que je fais. Quand on permet d'identifier quelqu'un, on a la satisfaction du travail bien fait. On se sent bien parce que cette personne qui aurait pu rester disparue pour toujours a retrouvé une identité et les familles vont obtenir des réponses à leurs questions. Il avait mes coordonnées sur lui. Elles étaient écrites sur un papier dans son sac. Il y avait mon nom, mon adresse. Son téléphone n'avait pas de mot de passe pour que les gens puissent l'ouvrir s'il lui arrivait quelque chose. Je lui avais demandé de l'enlever pour qu'on puisse m'appeler. Dans le répertoire, il y avait écrit ma femme, my wife, en portugais et en anglais. C'est très moche. C'est irresponsable. Ils ne pensent pas à notre douleur. Ils n'ont pas de cœur. Ils traitent les gens comme des animaux. Razan n'a jamais vraiment parlé aux enfants de ce qui est arrivé à leur père. Je n'ai pas eu le courage de leur dire. Ils pensent qu'il va revenir. Moi, je connais la vérité, mais je n'arrive pas à leur dire. Tous les dimanches matins, quand leur père était en vie, on allait prendre le petit déjeuner. C'était mon jour de repos. Alors ils prenaient ce temps-là, tous, pour moi. J'ai continué à le faire, à les emmener au petit déjeuner du dimanche. On faisait pareil avec mon père et ma mère. Je le fais maintenant avec mes enfants. Ensuite, ils feront la même chose avec les leurs. On doit manger tous ensemble, on doit le faire au moins une fois par semaine en famille. Dans son immense malheur, Razan sait au moins aujourd'hui où repose le corps de son mari, dans un cimetière musulman au Texas, à des milliers de kilomètres du Brésil. Mais des centaines d'autres familles ne sauront jamais ce qui est arrivé à leurs proches.